Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le service public est le théâtre d'une corruption endémique dans la capitale économique du Cameroun. Ce fléau bien enraciné asphyxie les milieux des affaires. Les multiples actions de la CONAC n'ont rien changé jusqu'ici. Vous verrez dans ce journal une série de reportages qui révèlent l'ampleur de ce fléau et les nouvelles stratégies anticorruption testées dans la ville de Douala. Se dirige-t-on vers une reprise du procès concernant la catastrophe ferroviaire des ECA survenue le 21 octobre 2016. Les avocats des victimes s'insurgent contre la disparition des présumés coupables de cette catastrophe ferroviaire et les manœuvres du transporteur ferroviaire favorables à une reprise du procès. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un rebondissement inattendu dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire, dont le procès se déroule du côté des ECA, alors que les avocats des victimes attendaient le verdict du tribunal. Coup de théâtre, des présumés coupables dans cette affaire sont portés disparus, en l'occurrence le chauffeur conducteur de ce train de la mort et le chef de sécurité qui ont été présentés comme des présumés responsables de ce drame ferroviaire survenu il y a 2 ans. Et le transporteur ferroviaire a introduit une demande pour la reprise du procès, ce que ne souhaitent pas du tout les avocats des victimes. Ils réagissent dans ce reportage que signent Gladys Sidier et Joël Niem. Le verdict final du procès opposant Camrail aux victimes de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka est toujours attendu. La dernière audience a été renvoyée au 8 août 2018 en l'absence du conducteur du train et du chef de sécurité. 13 personnes étaient poursuivies. 13 personnes le sont encore, sauf qu'il n'en reste que 11. Le chef de sécurité a été le premier à prendre le large. Personne ne s'est inquiété jusque-là. Nous avons eu des informations très concordantes que le conducteur du train est parti. Nous espérions que ces informations soient dévoilées. Nous avons constaté que pour la 2e fois, il n'était pas dans le bus. Et son conseil, qui, suivant les usages et suivant la loi, devrait prendre la parole pour excuser son retard, ne l'a pas fait. Manifestement, il est clair qu'il y a des fuites. Les avocats des victimes révèlent également l'arrivée de nouveaux avocats dans la partie adverse qui exige la réouverture des débats. Comme pour Camrail, les choses vont beaucoup trop vite, il s'agit de ralentir le cours du procès. Alors on va peut-être pas arriver à un avocat, on va peut-être arriver à un 2e avocat pour essayer de ralentir. Ils essayent par là de jouer sur la psychologie du président du tribunal, entre les notions de procès équitable et de la suite de la procédure. Nous avons indiqué au tribunal qu'il n'était pas bon, et techniquement sur le plan juridique, il n'est pas bon que ce procès connaisse de nouveaux débats. Ça a été renvoyé pour suite débat. À notre entendement, ça suppose qu'on se retrouve ici le 8 août pour plaider de la part de la défense, parce que nous, de la partie civile, nous avons déjà plaidé. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, le collectif FOUS est parvenu à déceler un certain nombre de manquements dans la chaîne d'acquisition des voitures, jusque dans la manutention et même dans l'entretien de ces véhicules-là. Il était donc connu à l'intérieur de Camrail que les affairismes allaient un jour déboucher sur des morts d'hommes. Et personne n'a rien fait pour empêcher cela. Selon la commission d'enquête créée par le président de la République au lendemain de la catastrophe des ECA et dirigée par le Premier ministre, la cause principale du renversement des wagons du train est une vitesse excessive. Le rapport mettait aussi en cause le matériel roulant et indiquait que Camrail n'avait pas respecté certaines règles de sécurité. Camrail a toujours rejeté les conclusions de ce rapport. Un trafic illicite de marchandises vient d'être démantelé en plein centre-ville de Douala. Un transporteur routier a été appréhendé lors du déchargement des marchandises appartenant à l'entreprise Sorepco. En partance pour une livraison à Kribi, le conducteur du camion a fait une escale qui n'était pas prévue dans son itinéraire. Un des responsables de l'entreprise Sorepco a découvert le trafic. La gendarmerie alertée
a saisi le camion du présumé receleur. Une enquête a été ouverte. Je vous propose à présent de suivre l'un des responsables de cette entreprise Sorepco qui revient sur les circonstances de la découverte de ce trafic illicite de marchandises. Nous avons été contactés tout à l'heure par l'un de nos responsables qui nous a fait comprendre qu'il y a l'un de nos camions qui roulait de manière suspecte dans Bali que voici. Bon, sachant que nous n'avons pas de chantier ou d'agence de ce côté-ci, il a préféré filer le camion et essayer de voir ce qui se passe. Donc lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'agissait effectivement d'un détournement des produits de l'entreprise, il nous a fait signe et il nous a demandé de venir. Donc voilà comment nous sommes arrivés sur le terrain et puis nous avons constaté ce que vous voyez vous-même là derrière nous. Donc l'un de nos chauffeurs en train de décharger une bonne partie des carreaux qui étaient destinés à l'une de nos agences à crédit. On a essayé de bloquer avec l'un de nos véhicules devant, bloquer également le camion du receleur. Alors nous sommes sortis pour aller interpeller le chauffeur. Il s'est enfui quoi. Mais son convoyeur, on a pu le prendre quand même et on va essayer de l'entendre, qu'il essaie de nous expliquer tout ce qui s'est passé. Dans le reste de l'actualité, encore une affaire de vol de bébé qui défraie la chronique à Douala. Cette fois-ci, c'est un homme qui s'est infiltré dans une maternité pour s'emparer du nourrisson d'une femme à son insu. Après le constat de la disparition de son bébé, les cris de cette dame ont alerté l'hôpital. Le bébé et le kidnappeur ont été rattrapés à temps. Le récit des faits avec Equa Claude et Kedjara. Le petit Joshua, 24 heures de vie à peine, aurait pu ne jamais connaître sa maman, sa famille. Il a été dérobé ce mercredi matin dans son berceau, disposé dans l'une des chambres d'observation de l'Ambopi Baptiste Hospital, alors que sa maman, Comfort, 22 ans, l'avait laissé quelques minutes seulement, sans surveillance. J'ai pris mon thermos pour aller acheter du thé, mais une fois dehors, mon esprit n'arrêtait pas de revenir à mon bébé. J'ai donc décidé de laisser le thé pour revenir en chambre et j'ai vu le monsieur me traverser avec un bébé en main. C'est le vêtement du bébé en question qui a d'abord attiré mon attention. Puis je me suis dit, plusieurs femmes ont certainement acheté le même pour leur enfant. Le monsieur en question, Comfort l'avait déjà aperçu plus tôt le matin. Il avait ouvert la porte de sa chambre, puis il avait refermé sans mot dire, se contentant de fredonner un petit air de musique religieuse. Je me suis dirigée vers l'extérieur en criant « Mon bébé, mon bébé !» Mes cris ont alerté la population, la sécurité de l'hôpital également. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il suspectait le même homme que moi et l'avait même déjà retenu pour l'interroger. Durant les quelques minutes de fouille qui vont passer comme des heures pour la jeune maman, les agents de sécurité de l'hôpital, ayant remarqué le présumé voleur, vont s'intéresser à sa personne. Ce monsieur, ce matin, est passé ici avec un bébé en disant qu'il part acheter les nourritures dehors. Quand moi je lui ai demandé que mais tu peux acheter et tu ne peux pas laisser l'enfant dans la salle, il dit que sa mère n'est pas ici. Il a amené l'enfant de Bonabéry. Il dit que ok, va alors acheter, je suis là et je t'observe. Directement il a laissé les boutiques prendre un couloir obscur, en train de descendre, partir là-bas en bas. Et monsieur a dit que non, poursuivons monsieur-ci. Leur filature va porter des fruits. Arrivé là-bas en bas, on a demandé au monsieur que toi, tu viens avec l'enfant le matin, tu pars où avec l'enfant? Il me dit qu'on l'a envoyé de venir consulter l'enfant et la consultation est trop chère. Directement, je vois une femme courir venir qu'on a volé son bébé dans l'hôpital. Je dis oui, justement, madame, on a attrapé ton enfant ici, mais on ne doit pas laisser partir. Il faut qu'il rentre d'abord à l'hôpital. Demandez qu'il a envoyé passer, il dit que c'est un pasteur de l'église Deeper Life, l'église de la vie profonde. Oui, qu'il a envoyé. Remis entre les mains des éléments du commissariat du 6e arrondissement pour exploitation, le monsieur va continuer de vanter les gloires de son église, alternant les chants religieux et des paroles prophétiques, pendant que son frère, lui, le présentera plutôt comme un déséquilibré mental. L'entreprise en charge de l'hygiène et la salubrité n'a pas encore tenu toutes ses promesses. Des montagnes d'ordures ménagères s'accumulent
et menace la santé des commerçantes installées dans des marchés de proximité situés à Douala 2e, un arrondissement où l'état des routes ne cesse de se dégrader. C'est le constat que font nos reporters Eukwa Claude et Julienne Berthe-Bissaye. Des tas d'immondices qui jonchent le long des routes, voici des images qui reflètent la ville de Douala. Ces clichés peu reluisants sont également observables dans le 2e arrondissement, plus précisément à Texacon Kololoun, à la pharmacie de la mosquée et au marché. Dans cet espace marchand, les commerçants sont contraints de vivre avec ce calvaire qui les expose à de nombreuses maladies. On ne respire même plus bien, parce que ça sent trop. Regardez, je suis assise que sur ça. On vend que sur ça, parce que c'est ici qu'on se débrouille, on mange. Avec les enfants, il n'y a pas moyen. Maintenant, on respire que ça. Les odeurs là, nous avons même déjà mal avec les enfants. Puisque les enfants sont en vacances, on vend avec eux. Pour la maladie, ne sortons pas de toi à l'âge. On sait qu'on est en train d'aspirer la maladie et les microbes infinis. C'est ça. À côté de ce décor de notre genre, s'ajoute le mauvais état des routes. Avec la saison des pluies, l'état dégradant de plusieurs tronçons de cet arrondissement reste une situation préoccupante. Vraiment, je suis vraiment désolé. Comment? Très désolé. Je suis au garage tous les jours pour changer les lames de ressort, les amortisseurs et tout. Vraiment, l'état de la route est vraiment déplorable. C'est pas bien pour le Cameroun. On ne devait pas être en train de vivre la situation comme ça dans notre pays. Et dire que les émissaires de la CAF sont annoncés en août prochain, quel accueil! Restons dans les espaces marchands où des jeunes vacanciers ont choisi d'être des porteurs pour faciliter le transport des sacs des ménagères, notamment au marché Sandaga, l'un des plus grands marchés des vivres frais en Afrique centrale. Là-bas, ils sont nombreux, ces jeunes vacanciers qui ont choisi l'activité de porteurs. Malgré quelques difficultés, ils espèrent engranger des bénéfices pour contribuer à l'achat des fournitures durant la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Reportage avec François Dikoumé et Isabelle Carole Zoupet. Transporter des sacs de choux, carottes et bien d'autres denrées alimentaires, c'est à cet exercice rude que se livrent au quotidien les porteurs du marché Sandaga, l'un des plus grands marchés de vivres frais de l'Afrique centrale. En cette période de vacances, bon nombre d'élèves se livrent à cette activité, ce qui empêche les porteurs habituels de réaliser de bonnes affaires. De vacances, il y a plusieurs vacances à manger, on n'est pas bien à travailler comme on travaillait avant. Et pourtant, avant, tu venais de 4 à 16 heures, tu avais mangé 7 000, 8 000 étant porteur. Et non pour avoir 1500, 1000 francs, c'est pas facile. Il faut te battre, apporter n'importe quoi pour avoir de quoi manger. Maintenant, coussin en main ou sur la tête, il parcourt le marché et le trottoir à la recherche de clients malgré les intempéries. Verre d'eau, à soleil, à pluie, bon, ça nous menace partout. Tu peux porter le panier d'une femme, elle n'est pas derrière, tu déposes en route, tu es distrait, on porte le panier, on vole le panier, tu es obligé de payer le panier. C'est une activité qui nécessite de l'endurance et une réelle force physique. On a le mot de tête, mal au cul, mal au rein, mal au dos. En travaillant comme ça, il faut en soirée, par l'hôpital. On peut certains médicaments. S'il est vrai que le travail éloigne de nous 3 grands mots, à savoir le vice, l'ennui et le besoin, alors l'activité de porteur permet à ceux qui l'exercent de survivre tant bien que mal à leurs besoins. Une nouvelle stratégie anti-corruption testée dans la capitale économique du Cameroun. Des messages évoquant la gratuité du service public ont été placardés à l'entrée de certains services publics et administrations au quartier administratif de Douala à l'occasion de la journée africaine anticorruption. C'est une campagne menée par la CONAC pour sensibiliser les usagers sur les enjeux de la gratuité du service public afin de mettre un terme à ces mauvaises pratiques qui prennent de l'ampleur dans la ville de Douala. Le service public, théâtre d'une corruption endémique dans la ville de Douala,
Je vous le disais en titre, ce fléau bien enraciné asphyxie des milieux des affaires et les multiples actions de la CONAC n'ont rien changé jusqu'ici. Des usagers qui s'expriment dans ce reportage que signent Kate Diarra et François Dikoumé. Le traitement des dossiers dans les bureaux administratifs est souvent l'occasion pour de nombreux Camerounais de faire face à des tracasseries de toutes sortes. Avec l'approche de la période des concours, le désir de se faire servir rapidement pousse souvent les citoyens à franchir le pas. Pour accélérer son dossier, il faut emprunter des moyens qui ne sont pas toujours intéressants. On se retrouve en train de donner quelques pots de vin. Oui, ce sont des cas récurrents ici, dans le but d'accélérer et pourquoi pas d'avoir le travail dans les brefs délais. C'est un phénomène qu'on vit ici constamment. Une attitude qui n'est pas sans conséquence pour les autres. Ça défavorise un peu certains qui veulent passer par le droit chemin parce que c'est eux là qui sont pénalisés à la fin. Ils finissent par subir alors que d'autres, comme ça, qui brûlent ces étapes-là, sont privilégiés. Même si à l'entrée de plusieurs bureaux, il n'est pas impossible de tomber sur des mises en garde, les citoyens, dans la plupart des cas, font le choix de se mouiller. Ici à Douala Premier, chez monsieur le sous-préfet, il est écrit là, sous une affiche, tous les dossiers signés sont gratuits. Et à ma petite expérience, avec ce que j'ai observé, il y a des gens qui viennent, qui ont besoin de services, qui ne savent même pas comment se déployer et ils sont pressés. Ils modèrent des personnes et ces personnes-là vont signer rapidement et puis venir leur donner le dossier. Pour beaucoup, le déploiement de la CONAC sur le terrain, bien qu'insuffisant, réduit considérablement ce type de comportement qui, il y a quelques années encore, avait contribué à hisser le Cameroun dans le top 5 des pays les plus corrompus au monde. Je remercie les services, c'est très important, mais c'est lent. Je ne sais pas si ce sont eux qui font que c'est lent. Mais pour moi, ils font le CONAC font le bon travail. En réalité, la CONAC existe, c'est vrai, mais à ce niveau-là précisément, je pense que il faut encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit véritablement rigoureux et sérieux. Mais ces actions, à l'instar de la mise à disposition des numéros verts pour dénoncer les actions des fonctionnaires véreux, sont contournées sur le terrain par des stratégies bien huilées. Lorsqu'il faut signer un dossier, il y a un démarcheur qui est dehors, qui vous accueille. Il vous dit comment ça se passe. Donc, le fonctionnaire qui est là dans le bureau sait déjà comment la transaction se passe dehors. Donc, avant d'exécuter, une transaction est déjà faite. Donc, ce sont des petits moyens de subsistance, des stratégies d'adaptation pour contourner la stratégie de la CONAC mise sur le terrain. En somme, qu'on soit le corrupteur ou le corrompu, le facilitateur ou le demandeur, la corruption semble rapporter à tout le monde un état de choses qui aujourd'hui encore rend sa suppression presque impossible. On ne peut pas dire que celui qui paye pour faciliter un traitement ou alors la signature d'un document est en train de subir. Non, en même temps, il a la possibilité. Il peut passer par la voie normale et il va perdre en temps. Donc c'est à son avantage, de la même manière que c'est aussi à l'avantage de celui qui traite ce dossier-là. D'où la difficulté de mettre fin à ce phénomène-là. En plus d'être perméables à la corruption, les pouvoirs publics peinent à favoriser les intérêts des travailleurs face aux chefs d'entreprise. C'est en tout cas le sentiment des syndicalistes après la rencontre qu'ils ont eue avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Arona a discuté à bâton rompu durant près de 5 heures avec des syndicalistes à Douala. Le ministre du Travail les a exhortés à promouvoir le dialogue social et la paix en ces heures troubles au Cameroun. Les syndicalistes qui ont évoqué la nécessité pour le gouvernement de répondre d'abord aux besoins des travailleurs qui ont de nombreuses familles à nourrir. Des plaintes exprimées dans ce reportage de François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans une salle pleine de délégués du personnel, venus des 4 départements du littoral, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale n'a eu aucun répit face aux nombreuses préoccupations qui lui ont été adressées. Un jeu de questions-réponses auquel Grégoire Arona s'est volontairement prêté. Nous avons un monde du travail qui a des problèmes, qui les a posés. Nous avons la possibilité de les régler. Nous souhaitons avoir un climat social sain. Nous souhaitons avoir un monde du travail prospère. Nous en avons les possibilités, nous en avons les moyens. Si le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se satisfait des échanges, plusieurs délégués du personnel affirment qu'ils sont restés sur leur faim. Les questions pertinentes qui ont été posées n'ont pas reçu de réponse. Nous lui avons posé la question sur les nouvelles formes d'emploi, sur le travail précaire au Cameroun. Et nous lui avons dit le code des insuffisances de notre code du travail aujourd'hui qui doit être revu. Ces nouvelles formes d'emploi ne garantissent pas l'avenir aux travailleurs au Cameroun. Comment pensez-vous que
quelqu'un, un Camerounais, qui a travaillé 20 ans, 30 ans, à ses 60 années, s'en va à la retraite, il ne peut pas bénéficier de sa retraite. Nous lui avons posé la question sur l'indépendance des syndicats. Aujourd'hui, parce que les deux grandes confédérations du Cameroun sont embrigadées par le ministère du Travail. Nous pensons que le Cameroun mérite d'avoir des syndicats forts. Parce qu'une nation ne peut pas fonctionner sans des syndicats forts. Les préoccupations demeurent également dans le secteur de l'éducation. Nous, par exemple, dans le secteur privé, des établissements privés de l'enseignement, il y a des collègues qui ont, par exemple, revendiqué le 12e mois. D'autres sont payés, par exemple, 8 mois sur 12. Ils ont dit, et dans les autres 3 mois, ils se retrouvent en train de faire le call box et le benskin et tout ça. Donc, le ministre a dit, bon, on est en train de travailler pour la convention des établissements du secteur privé, des établissements privés. Sur la situation des délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala, suspendue depuis plus d'1 an par le délégué Félix Ntone, Grégoire Owona affirme que la communauté urbaine de Douala ayant choisi de saisir la justice après ses instructions de réhabiliter ses délégués du personnel, il attend que le juge rende son verdict. Le gouvernement vient de réagir à la suite d'une vidéo qui circule sur Internet, laquelle attribue aux forces de défense camerounaises des actes odieux d'exécution sommaire perpétrés sur des personnes civiles. Le ministre de la Communication dénonce une manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense camerounaises sur le front de guerre contre le terrorisme à l'extrême nord du pays. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakare, parle d'un fake news qui vise à déstabiliser le Cameroun. Et dans ses propos, il a expliqué comment les différents hommes en tenue qui sont observés dans cette vidéo ne sont en rien des soldats camerounais au regard des tenues qui ne sont pas similaires à celles de l'armée portée en zone sahélienne, selon les propos du ministre de la Communication. Parlons à présent d'un fléau social qui prend de l'ampleur dans les communautés traditionnelles au Cameroun. Les mariages précoces et forcés se multiplient au grand désarroi et sous le regard impuissant des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, la société civile monte au créneau pour sensibiliser les femmes sur le rôle qu'elles peuvent jouer auprès des chefs de famille afin de mettre un terme à ces pratiques qui violent les droits des enfants au Cameroun. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Il n'existe pas de cause humaine plus digne. Comme un coup de pied dans une fourmilière, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille déshabille les parents qui font subir à leur progéniture l'enfer des mariages précoces et forcés. Vous allez trouver des hommes qui vont falsifier l'âge d'une jeune fille encore très jeune pour être mariée, mais on lui établit un acte de naissance lui donnant un âge supérieur à son âge réel juste pour prétendre respecter la loi. La pauvreté qui pousse parfois les parents à rechercher la dot. Je m'appelle Adjara Mohamed. Je suis mariée à l'âge de 12 ans. Moi, je me nomme Nina Isato. J'ai été mariée à l'âge de 14 ans. J'avais 15 ans quand je suis allée en mariage. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun, et ce en dépit des campagnes de prévention et de sensibilisation, dont les messages peinent à trouver une oreille attentive. Les conséquences du mariage d'enfants sont des grossesses précoces, cause première de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans, la sous-scolarisation des jeunes filles, leur droit à l'enfance et à l'éducation empathie, leurs perspectives d'avenir et leurs conditions sociales s'obscurcissent et elles sombrent dans la pauvreté. Devant la gravité de la situation, les acteurs de la société civile montent au créneau et interpellent les autorités traditionnelles accusées de favoriser les mariages précoces. Notre travail, c'est d'être auprès de nos maris, de les aider à éradiquer tous ces problèmes de culture qui ne nous avancent pas, qui n'honorent pas la femme. Nous voulons nos enfants qui partent à l'école, qui deviennent des grandes dames de ce pays. Alors s'il faut commencer à les envoyer en mariage très tôt, ça ne va pas avancer notre pays. Alors c'est la reine qui doit commencer par le faire à la chefferie et pour aider les autres villageois à ne pas faire ce qui n'est pas bien. Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut.
Le gouvernement et la société civile misent justement sur l'entre-gens des femmes, précisément les épouses des chefs traditionnels, pour toucher les cœurs de ces derniers. Si nous voulons faire passer un message aux détenteurs de la tradition, la meilleure voie c'est de faire participer les reines. C'est la courroie de transmission la plus directe entre nous et les chefs traditionnels détenteurs de la tradition qui sont accusés de perpétrer ces pratiques. C'est un énième plaidoyer dont on espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Le mariage précoce et forcé est un phénomène mondial qui nécessite une lutte sans merci au regard de son impact sur la mortalité maternelle infantile. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa qui ministre la promotion de la famille et de la femme. Le mariage d'enfants touche majoritairement les filles. Je dis majoritairement parce que le mariage des petits garçons existe aussi. Chaque année, plus de 15 millions de filles sont mariées de force avant 18 ans. Le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, publié en 2014, sur la situation des enfants dans le monde, indique que 720 millions de femmes, soit 10% de la population mondiale, ont été mariées ou étaient en concubinage avant leur 18e anniversaire et 250 millions avant leur 15e anniversaire. Le même rapport révèle que le risque de décès du nourrisson et d'une mère de moins de 18 ans au cours de sa première année de vie est de 60%, supérieur à celui qu'encourt un nourrisson né d'une mère ayant plus de 18 ans. Il n'existe pas de cause humaine plus digne que celle de la défense et de la promotion des droits et de l'avenir des enfants. Unissons donc nos forces pour lutter contre le mariage précoce, le mariage forcé. C'est officiel, les mandats des députés et conseillers municipaux sont prorogés pour un délai de 12 mois. Le président de la République du Cameroun a promulgué la loi portant prorogation du mandat des députés. Paul Biya a également signé un décret présidentiel pour la prorogation du mandat des conseillers municipaux prévu à partir du mois d'octobre 2018. Parlons à présent des bassins agricoles dans la région de l'Ouest. Ils sont de plus en plus confrontés à un enclavement criard en raison de la dégradation avancée des routes et des pistes rurales. Le gouvernement a promis la réhabilitation de ces infrastructures routières, mais les chantiers avancent à pas de tortue. C'est le constat que font nos reporters Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le chantier de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest évolue à pas de tortue. Moins de 21% de taux d'avancement des travaux depuis 2 ans. L'entreprise turque Ezer a montré ses limites dans la réalisation du lot numéro 1, long de 110 km. Le ministère des Travaux publics, maître d'ouvrage, sollicite le concours des sous-traitants. Il y aura 6 fonds de travaux routiers sur le lot numéro 1 de la route dite de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest. Mais les grèves à répétition des employés de l'entreprise turque Ezer pourraient perturber davantage le déroulement des travaux, estimé à 57 milliards 680 millions de francs CFA. Sur le lot numéro 2 de ce bassin agricole, Banganté, Fumbot, Galim, long de 107 km, pour un coût de 61 milliards 618 millions de francs. Les travaux entamés le 6 juin 2016 sont à 38% de réalisation physique à la date du 11 juillet 2018. Deuxième chantier attendu, la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou. Le lot 1, Yaoundé et Bebda Kalom, 63 km et demi, démarré en novembre 2017 pour 24 mois et un coût de 34 milliards de francs. Le chantier est exécuté à 13%. Des entreprises chargées de réaliser le lot numéro 3 ont même déjà été sanctionnées. Un retard de trop pour ces chantiers, englobant les voiries délabrées de Bafoussam et Bouddha. Nous sommes aujourd'hui à un niveau nul de mobilisation de l'entreprise. Les conséquences de droit ont été tirées, ces insuffisances ont été établies, la mise en demeure a été servie, elle a été évaluée insatisfaisante. Ce qui nous restait à faire, c'est tout simplement de résilier le marché et c'est le processus vers lequel nous nous sommes engagés aujourd'hui. Les chantiers du grand bassin agricole de l'Ouest et la réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou seront-ils exécutés et livrés conformément au cahier des charges? Parlons à présent de cette rencontre au sommet de l'État prévue vendredi 13 juillet 2018. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine,
doit s'entretenir avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Un tête-à-tête prévu vendredi prochain en mi-journée au Palais de l'Unité. Paul et Chantal Biya, le couple présidentiel, réserve à leur invité un déjeuner d'État. C'est du moins ce que révèle le programme de cette visite officielle qui débute demain, jeudi, avec l'arrivée du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui doit donner une conférence à l'IRIC vendredi après-midi à Yaoundé, avant son départ prévu samedi prochain, selon le programme officiel communiqué par le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Parlons à présent de l'économie sociale qui préoccupe des parlementaires et des experts en cette période de crise financière et économique. Ils ont évoqué les nécessités de pouvoir matérialiser de tels concepts afin de permettre aux Camerounais de voir le quotidien s'améliorer. Reportage, Marcelin Gansop. Ça bouge dans le vaste champ, ô combien fertile, de l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Qu'au Cameroun, on ne peut pas se poser la question de savoir où est l'économie sociale. Le nombre de coopératives que nous avons dans ce pays, le nombre de groupements d'initiatives communes, le nombre de groupements d'initiatives économiques, ça se retrouve dans tous nos villages. Il faut même rappeler qu'au sortir de la crise économique, on a constaté que c'est ces unités-là d'économie sociale qui ont permis au pays de rester. Les tontines qu'on avait dans les quartiers et autres. Mais en l'absence d'un encadrement législatif et réglementaire, il est difficile pour les acteurs d'en tirer le maximum de profit. Les textes déjà préparés sont en souffrance dans les couloirs de la primature et de la présidence de la République. Mais le ministre des PME ne désespère pas de les voir sortir bientôt. La réglementation, elle est en place, mais il lui faut une loi. C'est la loi que nous sommes en train de terminer. Je puis dire que le projet est terminé, mais il nécessite le regard des autorités qui sont compétentes en la matière, à savoir les services du Premier ministre, les services de la présidence de la République. Et quand ce sera fini, le secteur aura sa loi. Peut-être dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Il faut dire que c'est un secteur que le président a voulu développer. Il ne peut pas le laisser sans législation. C'est cette évolution ainsi que les enjeux de l'économie sociale qui étaient au menu des échanges entre les députés et sénateurs, membres du réseau des parlementaires pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, les magistrats municipaux et les experts responsables du ministère des PME. Il est clair que le véritable ciment du vivre ensemble, c'est l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est cette économie qui soutient les familles. Nous sommes donc venus auprès des experts pour qu'ils nous édifient sur, ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, et deuxièmement, comment la structurer. Et il nous semble que ça va certainement passer par une loi pour que ce secteur soit organisé, pour que nous soyons sûrs que ces personnes qui au quotidien arrivent à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille sont protégés sur le plan social, sont encadrés sur le plan sanitaire, sont mis à l'abri, ils peuvent accéder au crédit. L'économie sociale et solidaire est un véritable moteur de croissance. Sa structuration, que les acteurs appellent de tous leurs vœux, est une urgence, afin qu'elle joue à fond le rôle qui est le sien dans le développement économique. Qui sera l'adversaire de l'équipe française de football à la finale de la Coupe du Monde Russie 2018? L'Angleterre et la Croatie sont au coude à coude, un but partout. C'est le score de ce match, cette demi-finale qui se joue en Russie. Pendant ce temps, les Français résidant au Cameroun saluent les performances et les prestations de Kylian Mbappé et Samuel Umtiti. Les performances de ces footballeurs d'origine camerounaise ont été déterminantes pour la qualification des Bleus en finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Et c'est avec émotion que ces Français résidant à Yaoundé ont suivi ce match en plein air du côté de la capitale du Cameroun. Élisée Bokba et Ike Cyril. La joie des ressortissants français au Cameroun. L'équipe de France a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe du Monde de football Russie 2018 grâce à sa victoire 1-0 sur la Belgique. Ah ouais, on est satisfait, c'était une très belle deuxième mi-temps, vraiment beaucoup de tension, on y a cru jusqu'au bout, il fallait se battre, on s'est battu et... J'avais prévu 2-1, on a fait 2-0, donc c'est encore mieux et vraiment je suis satisfaite. Tout n'a pas été facile.
Les assauts répétés des Diables Rouges de Belgique ont parfois donné des moments de frayeur aux supporters. Oui, il y en a eu beaucoup. C'était vraiment une équipe très forte en face de nous. Vraiment, chaque ballon était âprement disputé. Vraiment, c'était fort. Dans ce fan zone, aux couleurs bleu, blanc, rouge de France, au club AMT de Yaoundé, les supporters restent tout de même confiants à la pause. Le score est de 0 but partout. Ils comptent sur l'apport des deux Camerounais d'origine de l'équipe de France, Kylian Mbappé et Samuel Umtiti, pour que les Bleus sortent la tête de l'eau. Alors on y croit complètement. D'abord, il faut bien voir que l'équipe de France, on est magnifiquement soutenu. On a quand même Kylian avec nous. Hein, et alors avec ça, on ne peut pas perdre. Avec le soutien du Cameroun, on ne peut pas perdre. À la reprise, c'est justement Samuel Umtiti qui délivre la France d'un coup de tête magistral à la 51e minute. C'est une victoire de tout le monde, de la France, du Cameroun, voilà, on est tous ensemble et maintenant on n'attend plus que la finale pour gagner encore. Le plus dur est fait maintenant, donc oui, maintenant je suis quasiment sûr qu'on va gagner. 1 but à 0, le score ne changera plus malgré quelques assauts belges. Au coup de sifflet final, la France l'emporte et se qualifie pour la finale de la Coupe du monde de football Russie 2018. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.